Alors je vais terminer cet après-midi sans vous parler de réseaux sociaux parce que je ne connais rien sur les réseaux sociaux. Ce n'est que, vu le type de questions que l'on se pose sur les déplacements collectifs, on est amené à envisager l'utilisation de ces concepts des outils pour étudier ce qui se passe dans les déplacements collectifs. Je voudrais tout d'abord commencer en disant que c'est un travail collectif et je voudrais d'abord associer aussi l'étudiant qui est en thèse avec moi à Toulouse et d'ailleurs Fernando Pelroni et Jacques Gautret qui travaillent donc sur les déplacements collectifs, pardon. Et puis Jacques Gautret qui est ici est collègue de l'équipe et qui est très influent sur la partie modélisation. Et donc je voudrais présenter ce travail et voir si potentiellement engager des discussions. Fernando Pelroni, qui est le co-directeur de thèse de Sylvain, est quelqu'un qui connaît les réseaux, mais c'est un physicien, et donc il a un point de vue physicien sur le réseau. Et la confrontation des outils de ce qui est développé en physique et en biologie est assez intéressante. J'espère, j'en suis convaincu, j'espère pouvoir convaincre d'autres personnes. Alors donc, vous savez tous que les animaux vivent dans des habitats qui sont plus ou moins hétérogènes et que pour satisfaire leurs besoins élémentaires, tels que se nourrir, s'abreuver ou chercher des zones de refuge ou des zones de repos, ils doivent se déplacer entre des aires qui sont différentes et plus ou moins distantes. Et ces déplacements peuvent d'ailleurs survenir également au sein même par exemple, d'une même aire alimentaire. Ce qu'on observe très facilement chez les différentes espèces de vertébrés, par exemple, c'est qu'ils alternent fréquemment des déplacements nuls ou lents et des déplacements rapides. Et ces transitions entre des déplacements lents et des transitions rapides sont des moments critiques pour la cohésion du groupe. Lorsque, dans un groupe, si on regarde par exemple des moutons, puisqu'on peut prendre des ongulés sauvages, ça pourrait être des bouquetins, j'ai vu des bouquetins à la rouge, d'autres espèces qui vivent en groupe, là, très souvent ce qu'on observe, c'est qu'il y a un individu qui initie un déplacement. Lorsque cet individu quitte un groupe, on peut considérer qu'il s'agit d'une information pour ses congénères. Et une des questions évidemment fondamentales qui nous intéresse, c'est comment est-ce que les membres du groupe répondent à ce départ, cette information. Et l'étude de la prise de décision individuelle et de son décours temporel, la nature des prises de décision, et notamment si elles sont influencées par les congénères, nous permet d'aborder sa dynamique et en particulier d'essayer de transcrire ou de retraduire les réponses collectives que l'on peut observer expérimentalement. Cette dynamique de réponse, elle peut d'ailleurs dépendre, ou elle dépend de la disponibilité des informations dans le groupe. Et on peut assez facilement, par commodité, distinguer deux cas extrêmes. Un cas où l'information va être qualifiée de globale, c'est-à-dire que tout individu dans un groupe va être capable de percevoir l'information, par exemple à départ, et le cas où, par exemple, lorsque les groupes augmentent en taille, les individus ne peuvent avoir accès qu'à une information locale, celle qui est proche d'eux, dans le cadre d'une communication visuelle, par exemple. Ceci dit, prenons le cas où tout le monde peut voir tout le monde, il n'empêche qu'on peut s'interroger sur quelle est l'information que les individus utilisent en réalité, concrètement, pour prendre leurs décisions. Alors il y a deux grands types de modèles dans la littérature sur les déplacements collectifs concernant la prise de décision. Le premier type de modèle, c'est le modèle dimétrique, dans lequel les individus vont répondre à une information qualifiée de locale, qui ici correspond à un rayon à l'intérieur duquel ils vont être influencés par les congénères qui se trouvent dans ce rayon et au comportement des congénères dans ce rayon. Dans ce type de modèle, les individus peuvent répondre à tous les individus qui se trouvent dans ce rayon. Et par exemple, la force d'attraction sociale entre les individus
dépend de la distance, c'est une fonction inverse en fait de la distance des individus. Lorsqu'ils sont deux individus sont proches, il y a une attraction qui est faible, et lorsque un individu est éloigné, il exerce une attraction plus forte pour l'individu central ici. L'autre type de modèle, c'est le modèle dit qu'on qualifie de topologique, qui avait été introduit assez récemment dans des papiers des collègues physiciens de Rome. L'idée est la suivante, c'est que les individus vont répondre à un nombre fixe de voisins que je vais qualifier de topologiques. Et l'idée intéressante dans ce modèle, c'est qu'en fait, ces interactions, elles sont indépendantes de la distance qui sépare les individus. J'ai pris ici deux exemples théoriques. Nous avons ici un individu qui m'intéresse, l'individu focal, et selon ce type d'hypothèse, cet individu il va interagir avec un certain nombre de plus proches voisins, par exemple 6 ou 7 ici. Et l'idée qui est importante, c'est que ce même individu va interagir avec le même nombre de voisins, mais vous voyez ici que ces voisins sont plus distants. Et cette indépendance de la distance congénère influent, elle a l'avantage de pouvoir rendre compte de la cohésion de groupe lorsque la densité des individus au sein des groupes varie. Alors, venons à nos moutons, et la question qui se pose pour nous, c'est lorsque par exemple nous avons un départ, que vont faire les individus dans ce groupe, quels sont les individus qui vont répondre au départ de ce congénère. Et en fait, ce qu'on peut faire, essayer de retranscrire ces deux modèles métriques et topologiques. On s'attend notamment sous l'hypothèse métrique que cet individu ne va répondre au départ de congénère que dans un rayon relativement petit, et qu'il, indépendamment d'ailleurs du nombre de congénères qui se trouvent dans ce rayon, et que plus l'individu est éloigné de l'individu qui initie un déplacement, plus long sera sa latence à initier un déplacement lui-même. Sous l'hypothèse topologique, on s'attend à ce que cet individu ne réponde qu'à des voisins que je vais appeler ici des Voronoi. En fait, on peut identifier les voisins, c'est les voisins les plus près, par une méthode dite de Voronoi. Et on s'attend alors à ce que le rang de départ des individus augmente avec le rang de distance de l'individu ici qui initie ce déplacement. Alors on a cherché à étudier les décisions individuelles des moutons dans des groupes. Et comment s'y est-on pris? Bien, tout simplement, c'est des choses qui ont été faites ici aussi à Strasbourg. On a entraîné des individus à se déplacer vers une cible visuelle. Lorsque cet individu reçoit une vibration grâce à un moteur, la cible se redresse et les animaux sont entraînés à se déplacer vers la cible, en recevant une récompense alimentaire. Puis ces individus, lorsqu'ils sont bien entraînés, sont introduits dans des groupes d'individus qualifiés de naïfs. Nous avons commencé nos expériences dans des petites arènes de 25 mètres avec des petites tailles de groupe. Au départ, c'était de 4, 6, 8 individus. Et ce qu'on observait, c'est que dans ces expériences-là, quand on stimule un individu entraîné qui se déplace, on obtient systématiquement un déplacement collectif, c'est-à-dire de tous les individus naïfs. Ce type alors ça nous a permis, par une analyse détaillée du comportement des individus, notamment des temps de départ de chaque individu, de caractériser, de quantifier un modèle de réponse. C'est un travail qui a été fait aussi avec Jean-Louis Denouveau, aussi présent dans le cadre de la thèse de Marie-Hélène. Ici, vous avez une représentation du taux de départ individuel en fonction du nombre d'individus qui sont déjà partis. Et ce que vous observez, c'est que ces taux que vous avez ici, représentés ici, ils augmentent. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que les individus qui ne sont pas encore partis sont d'autant plus stimulés à partir que le nombre d'individus déjà partis est grand. Mais,
qu'on remarque également, c'est qu'ils sont influencés par les individus qui ne sont pas encore partis. Et plus le nombre d'individus qui n'est pas encore parti est important, plus le taux diminue. Donc en fait, on a une fonction de réponse individuelle qui dépend d'un taux spontané de suivi et qui est modulé par le rapport entre le nombre d'individus partis et le nombre d'individus qui ne sont pas encore partis. Vous remarquerez ici que dans ce modèle, il n'y a aucune composante spatiale qui est introduite sur la prise de décision individuelle. On peut effectuer regardez quelle est l'adéquation entre ce que prédit le modèle et les données expérimentales, et vous constatez ici qu'on a une assez bonne adéquation entre les valeurs prédites des taux et les valeurs observées, et aussi au niveau collectif, par exemple, en calculant la latence minimale pour observer un suivi, ou la latence maximale pour observer la totalité du groupe en déplacement. Donc c'est le temps nécessaire pour que l'ensemble du groupe soit en déplacement, tout simplement. Et vous voyez que les données expérimentales et prédites par le modèle sont en assez bon accord. Alors, un des postulats majeurs de ce modèle de réponse sociale, c'est que dans ces groupes, tous les moutons peuvent se percevoir les uns les autres, et que le stimulus, c'est-à-dire l'état, le stimulus social, c'est-à-dire l'état du groupe, est le même pour tous les individus. Alors, évidemment, on se posait la question de ce qui pourrait se passer dans des groupes plus grands, de sorte que nous avons réalisé des expériences avec des groupes de 8, 16 et 32 moutons dans des arènes plus grandes, ici 50 mètres. Donc, voici une illustration de ce qui se passe dans des arènes de 50 mètres. Donc, je passe sur le détail. Vous avez au centre du cercle ici un individu entraîné, et on stimule l'individu entraîné, des panneaux se redressent, et on a, dans ce cas, un suivi collectif. Alors donc, grâce à l'analyse d'image, on peut étudier le moment de départ de chacun des individus, qui part, à quelle position il se trouve, etc. Donc ce que nous montrent nos résultats, c'est que lorsque un individu entraîné se déplace, on a dans 100% des cas, dans les groupes de 8 et de 16, un suivi collectif. Ce n'est plus les cas dans les groupes de 32. Ça veut dire qu'il y a 20% de nos expériences dans lesquelles nous n'avons pas de suivi de l'entraîné. Donc il y a un effet détail de groupe, je ne vais pas rentrer là-dessus, ce n'est pas ce qui m'intéresse à ce moment. Et ce qu'on observe également, c'est que lorsqu'on a un départ d'un entraîné, on a un phénomène de tout ou rien, c'est-à-dire aucun congénère ne suit ou tout le monde suit. Ce qui est assez aussi surprenant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a la chance et la malchance, c'est que d'avoir des suivis qui s'effectuent sur des périodes de temps relativement courtes. Par exemple, sur la plupart de nos expériences, même jusqu'à 32, la totalité des suivis s'effectue en moins de 10 semaines. Alors nous avons, c'est Sylvain qui, c'est le travail de Sylvain, calculer le taux de suivi des individus en fonction de leur rang de suivi, et vous constatez qu'on retrouve des formes de réponse qui sont tout à fait conformes à celles qu'on observait dans les petits groupes de 4, 6, 8. On a aussi montré qu'il y a un effet de rétention sur les individus non partis, et on a essayé d'ajuster le modèle de Marie-Hélène sur les données expérimentales, et ce qu'on constate, c'est que sur les premiers rangs de départ, il semble y avoir un assez bon accord, mais par contre, sur les derniers départs, notamment ici, on a les données prédites par le modèle ne collent plus avec nos données expérimentales. Donc, on a d'ailleurs la même, je le terme en anglais discrepancy, le même désaccord, notamment sur les mesures collectives, par exemple la latence pour observer le premier départ, ou la latence pour que la totalité du groupe soit en déplacement. Et vous voyez qu'ici, les données prédites et les données expérimentales sont en désaccord. Donc, ce que le modèle social ne rend pas compte de nos observations dans les groupes de temps 2, et en particulier, le postulat, c'est que tout le monde voit tout le monde, ou
et où le stimulus est le même pour tous à tout moment, de l'état du groupe descend de plus-value. Donc on a essayé d'approfondir nos analyses et nous nous sommes demandé, on a étudié notamment les comportements des individus en fonction de leur position par rapport à l'individu entraîné, le départ de l'individu entraîné. Et ici, représenté le rang de départ des suiveurs. Donc ici, le deuxième individu, c'est en fait le premier suiveur. Et le dernier individu, c'est le dernier suiveur. Ici, le 8, c'est le dernier suiveur dans les groupes de 8. Et puis, vous avez ici la distance à l'individu entraîné lorsqu'il démarre vers la cible. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on n'a aucune différence significative en termes de distance pour le premier ou le dernier suiveur. Alors, ça change un peu pour les groupes de 16, puisque vous constatez que les premiers suiveurs tendent à être plus proches de l'individu qui démarre que les derniers suiveurs, mais vous remarquerez aussi qu'il y a une certaine variabilité de la distance des suiveurs selon ces rangs là, et qu'en particulier ici pour les derniers suiveurs, ce qui est assez amusant à voir, c'est qu'en fait on voit qu'ils peuvent être très près de l'individu qui démarre, comme le plus éloigné. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde sur les groupes de 32, on voit que le premier suiveur, ça peut être un individu très près comme très loin. Et si vous voyez, et si on compare les différences ici, s'il y a des différences entre le rang de départ, il n'y a pas de différence significative. Alors on a retravaillé nos résultats cette fois-ci en regardant la relation qu'il y a entre le rang de distance et le rang de départ. Vous voyez que dans les groupes de 8, il n'y a aucune différence significative. Par contre, dans les groupes de 16, ce qu'on détecte, c'est que plus le rang de distance est important, augmente, plus le rang de départ augmente. Autrement dit, en position relative, plus vous êtes loin de l'individu qui démarre, plus vous tendrez à démarrer en position, en rang important. Et c'est également vrai pour les groupes de temps 2, il semble y avoir, il y a une relation entre le rang de distance et le rang de départ. Vous remarquerez également quand même qu'il y a une très très forte variabilité inter-individuelle, inter-expérience. Donc, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, je n'ai pas de film, c'est dommage, comme j'ai préparé ça un peu précipitamment, sous la pression amicale de Cédric. J'avais de très jolis films parce qu'on les a, Sylvain les a analysés très récemment. Ce qu'on voit, c'est que lorsque les groupes sont en très très forte densité, c'est-à-dire lorsqu'ils sont très concentrés, on a des superbes vagues de départ. Donc vous voyez un individu, si je prends des moutons, et qu'il y en a qui démarre, vous avez une vague de départ qui remonte le groupe. Ça, c'est extrêmement joli. Ce qu'on observe également, c'est qu'on a des départs simultanés qui peuvent se faire soit localement, soit qui peuvent survenir à différents endroits du groupe. Donc, ces expériences, elles me semblent assez intéressantes, d'abord parce qu'elles nous permettent de contrôler la motivation du départ, parce qu'aussi on peut faire varier les tailles de groupe dans des environnements assez homogènes, ce qui nous permet d'estimer l'effet de la distance ou de la position, on va mettre relative, sur la décision de départ, mais également on a une information précise sur la dynamique temporelle de ces départs. Donc on voit que ce modèle purement social, il va avoir du mal à rendre compte de nos dynamiques de suivi de déplacement collectif dans des grands groupes. Comme je vous le disais, on a une propriété intéressante, c'est des vagues qui se propagent spatialement. On peut aussi appeler ça, on trouve dans la littérature, une propagation de la stimulation, ce qui peut être expliqué relativement simplement parce qu'on a des effets d'obstruction visuelle, tout simplement, et que c'est assez trivial d'observer des cascades. Là où c'est moins trivial, et en tout cas peut-être très intéressant, c'est
d'étudier ce phénomène, notamment lorsqu'on veut étudier des très grands groupes. Et ça devient une question majeure, notamment pour les collègues qui étudient les déplacements de bandes de poissons ou d'oiseaux, par exemple, lorsqu'ils subissent des attaques de prédateurs et où grande partie des individus d'un groupe ne peuvent pas voir l'origine de l'attaque, par exemple. On a essayé de faire des manips cet hiver sur des groupes de 60 et 100 individus, et manque de chance. Si l'entraînement a très bien marché, nous n'avons pas réussi à obtenir les déplacements collectifs. Il y a certainement de bonnes raisons, mais je ne vais pas entrer là-dedans. D'autre part, ce que ces résultats montrent, c'est que ces animaux sont capables de traiter une information sociale qui semble être fonction de leur voisinage et en même temps de la localisation spatiale de l'information ici. Information, j'évoque évidemment le départ pour un écran général. Donc, si je reviens à ces résultats, ce qu'on montre en tout cas, c'est que la distance du premier suiveur, elles peuvent être égales, au moins égales ou supérieures au rayon du système. Ici, le rayon du groupe. D'accord ? Donc, si l'hypothèse métrique est acceptable, il faut concevoir que le rayon d'interaction soit au moins égal au rayon du groupe. D'autre part, ce qu'on montre, c'est que le premier suiveur, il peut être le plus éloigné dans le groupe. Et que donc le nombre de voisins influents sur la prise de décision, il peut être égal à 1 si c'est le plus proche, mais également à n-1 si l'individu le premier suiveur, est le plus éloigné de l'individu qui démarre dans le groupe. Alors, ce qu'on observe évidemment, c'est que les résultats montrent une relation entre le rang de distance et le rang de départ. De sorte qu'on peut faire l'hypothèse que la puissance de la stimulation, elle pourrait être en partie une fonction de la distance relative à l'information, à la stimulation. Ce qui est évidemment en accord avec une des prédictions de l'hypothèse métrique. Non. Et d'autre part, qu'on a une propagation, on tente à avoir une propagation locale des départs. Ce qui est également ça, pour être en accord avec l'hypothèse qualifiée de topologie. Donc, si j'essaie de me resituer dans le cadre justement des réseaux, ce qu'on va essayer d'aborder prochainement, eh bien, notre modèle, ce qu'on est en train d'étudier là, premièrement, peut-être on peut le placer en dichotomie, c'est dans les petits groupes, il n'y a pas d'obstruction visuelle, la communication est donc possible entre tous les individus du groupe. Par contre, lorsque les groupes deviennent trop grands, eh bien, la communication visuelle n'est pas possible entre tous les éléments du groupe et par obstruction partielle. Et il va y avoir une connexion, une interaction directe seulement entre une partie des individus du groupe. Et cette information, elle ne sera transmise qu'indirectement vers les autres membres plus éloignés ou qui ne peuvent pas voir la source originelle de la perturbation. En fait, d'après nos résultats, c'est pas si simple que ça. D'accord ? Parce que si, au départ, à l'état 0, lorsque on regarde un groupe de moutons, et on a ici des déplacements provoqués, mais on a aussi des déplacements spontanés en carton, c'est qu'on a l'impression que d'abord n'importe quel individu du groupe peut démarrer, et que tout le monde est interconnecté. Tout le monde peut interagir avec tout le monde, et ce sont des liens qui sont non orientés. D'accord ? A peut interagir avec B, B qui démarre, par exemple, je le suis. A peut démarrer, B le suit, sans aucun problème. Lorsqu'on a un départ, en fait, par exemple celui-là, on constate qu'on peut avoir un premier suiveur, puis un deuxième suiveur, c'est le cas simple ici, et ces individus, ils peuvent interagir par on entend ici l'interaction, c'est le comportement de suivi, avec cet individu, celui-là avec celui-là, mais celui-là peut interagir avec celui-là et celui-là. J'ai ici évoqué simplement l'interaction suivante, puisque je vous rappelle que les autres peuvent aussi agir sur le comportement de suivi de ces individus-là. Et là, le système, à mon avis, change. D'abord, il change de configuration spatiale. Donc l'information n'est pas la même. Elle se modifie au fur et à mesure que les individus démarrent. Et que d'autre part, ici, on a des interactions qui deviennent unidirectionnelles.
Et lorsque le système se met en route, en marche, je vais dire, eh bien, la question pour nous devient d'identifier quels sont les voisins influents qui agissent sur la prise de décision de ces individus. Et ça, c'est la partie la plus difficile qu'il nous reste à faire. Voilà, je voulais... je vous remercie. J'espère que j'étais dans les temps. Je me suis... C'était le dernier, alors c'est quoi la répétabilité au niveau individuel? Est-ce qu'il y a des individus qui, de toute façon, qu'ils soient, ils vont mettre du temps à démarrer et d'autres individus? Alors, dans les petites tailles de groupe, les individus naïfs n'ont été testés qu'une fois. Sauf dans les groupes de 32 ou les plus grands groupes où, par manque de moutons, ça devient... On a les groupes, là je vous montre 8, 16, 32, on a eu 15 réplications à 8, 15 réplications à 16, 30 réplications à 32. Oui, monsieur. Je sais que ça va être difficile à mesurer, ça va être certainement difficile à mesurer, mais dans vos modèles, vous parlez de distance. Vous avez évoqué à la fin uniquement l'aspect direction. C'est vrai que, il semblerait quand même que la direction soit importante. C'est-à-dire que si le mouton qui part est derrière soi, on va avoir moins tendance à le suivre que s'il était devant. Oui. Donc il y a peut-être un manque de θ. Oui. Les moutons ont une vision qui est pas à 360 degrés, mais quasi. Mais ça, c'est vrai qu'il y a un angle mort qui est derrière. Et qu'effectivement, ça rejoint des problèmes d'attention aussi, potentiellement. Mais c'est quand même assez difficile. Alors, j'ai commencé à citer Sylvain. Regardez, par exemple, quand je prends un premier suiveur, c'est de regarder potentiellement aussi quel était le nombre de moutons qu'il croisait dans son champ visuel avant d'atteindre l'individu qui démarrait, pour voir aussi quel pouvait être l'effet soit de sa position, soit dans l'espace pour estimer l'encombrement visuel. Puisqu'on parle d'attention, est-ce que la vitesse ou l'accélération de départ d'un mouton ou des voisins n'est pas un paramètre à prendre en compte? Là, je ne vous montre pas ça, mais Marie-Hélène, dans sa thèse, avait comparé les latences de départ des premiers suiveurs en fonction de la vitesse de déplacement, juste la vitesse, la vitesse moyenne sur la totalité du parcours, déplacement des individus entraînés. Et ce qu'on montrait, c'est qu'il y avait une tendance, c'est que plus l'individu qui démarre se déplace rapidement, plus la latence est courte. Donc ces individus, c'est vachement intéressant, semblent sensibles à quelque chose qui serait relié à la vitesse de déplacement des individus. Mais la vitesse en tant que telle, c'est pas nécessairement la bonne variable, parce qu'en fait, ça pourrait être tout simplement quelque chose qui est lié par exemple à un écart angulaire, donc l'éloignement d'un individu, et donc l'écart angulaire que ça représente sur la rétine par exemple, ou des changements des vitesses angulaires potentiellement aussi. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, ça, mais qui ne sont pas faciles à... Et du coup, vous prenez en compte uniquement les indicateurs visuels, pas sonores? Alors, on a la chance, c'est que chez le mouton, c'est pas du tout comme chez les primates, par exemple, les macaques ici, ou d'autres espèces... Mandrille. Non, que vous avez étudié ici. Lorsque ce que je vous ai pas dit ici, c'est qu'en fait, on a la chance de pouvoir déclencher le départ d'un individu entraîné lorsque tous les individus ont la tête dans la pelouse. Et lorsqu'ils ont, il y a un départ d'un individu, il redresse la tête, il marche. Donc l'information comportementale, elle est relativement simple. Il n'est pas exclu qu'on ait des bêlements, mais on ne les entend pas. Enfin, là, tout l'étudiant et moi-même, quand je suis allé sur le terrain, on n'entend aucun bêlement. Bêlements qui nous sont audibles, parce que les moutons sont capables d'émettre des vocalisations en infrasons. On n'a jamais pris